Je voudrais vous exposer un graphique qui est assez révélateur et qui montre, et qui montre un peu l'évolution des revenus, des citoyens marocains sur longue période. Et ça permet de voir un peu la pertinence des modèles de stratégie économique qui sont adoptés par le pays, indépendamment des majorités gouvernementales. Et vous remarquerez que la grande problématique de notre économie, c'est que nous ne produisons pas suffisamment de richesses. Abstraction faite des problématiques de croissance inclusive et de capacité à redistribuer équitablement la richesse produite, mais globalement, sur le plan macroéconomique, l'économie nationale a produit très peu de richesses comparativement à des pays concurrents aux nôtres. Et si on regarde sur longue période, on voit que le citoyen marocain a perdu de ses revenus relatifs à d'autres citoyens. Alors ce graphique vous donne une comparaison par rapport à 5 autres pays, la Thaïlande, la Malaisie, la Corée du Sud, le Brésil et le Portugal. Et vous remarquerez qu'au début des années 80, il y a de cela 40 ans, 4 décennies, le citoyen marocain était plus riche que le citoyen thaïlandais, en moyenne, évidemment, puisque le revenu, le PIB per capita thaïlandais, représentait à peine 90% du PIB per capita marocain. Aujourd'hui, après 40 ans, 40 et quelques années, 44 ans, eh bien, le Thaïlandais est 2 fois plus riche que le Marocain. Et cet exemple, on peut le démultiplier avec les autres pays. Le cas le plus extrême est celui du citoyen sud-coréen, dont le revenu représentait en moyenne, au début des années 80, 2,4 fois le revenu du citoyen marocain. Aujourd'hui, les Coréens sont 9 fois plus riches que les Marocains. Et donc, ma question, est-ce que, au-delà des majorités gouvernementales et au-delà de la pertinence des politiques économiques adoptées par telle majorité que par telle autre majorité, est-ce qu'il n'y a pas un problème de fond dans notre stratégie de développement économique, dans notre modèle économique depuis 4 décennies, qui fait que nous tous, pas simplement classe politique, mais économistes, société civile, opérateurs économiques, nous devrions faire, par rapport à ces problématiques, faire preuve d'un peu plus de modestie. Je vais vous faire un aveu. Les 5 années du gouvernement passé, en termes de résultats, sont un mal pour un bien. Parce que les Israéliens allaient être induits en erreur par l'euphorie réalisée pendant 10 ans par le gouvernement Jeton et le gouvernement Abbas el-Fassi. Des croissances à 5,5, on a même frôlé le 6, on a fait 6,4 pendant une année. Une création d'emplois sans précédent, 950 000 créations chez Jeton, 542 chez Abbas el-Fassi en 4 ans, des niveaux de chômage, on était à 15 chez Jeton, on est descendu à 8. Chez Abbas el-Fassi. Convenez avec moi que c'est une euphorie toute relative quand on se compare aux autres. Je continue. J'étais en train de faire un aveu que les Israéliens allaient être induits en erreur par les performances des 10 années. Et on a cru que le modèle économique était bon et qu'on pouvait continuer. Le problème du gouvernement actuel, qui est sortant maintenant, c'est qu'il a dévoilé les limites de ce modèle économique. Qu'il ne suffit pas d'avoir un bon Premier ministre, qu'il ne suffit pas de toucher sur des boutons. On est en crise de modèle économique au Maroc. Le modèle économique actuel a dépassé toutes ses limites. Il est devenu caduc. On ne peut plus continuer avec ce modèle économique. C'est pour cela que les Israéliens se sont posés, à mon avis, les bonnes questions. La première question, c'est que ce modèle économique ne peut plus durer, on doit réfléchir autrement. En termes de logiciel, les Israéliens sont sortis du carré. Ils disent qu'il faut réfléchir à agir autrement. En termes de logique, on ne peut plus continuer à investir et à jouer sur la consommation au lieu de la production. Un certain nombre de questions qui ont été posées. Alors, le CERLEN aujourd'hui est porteur d'un nouveau modèle économique qui tranche
qui fait rupture avec le passé et qui sort le pays de cette précarité en termes de croissance, de création d'emplois, etc. Je vous propose d'entrer dans le modèle économique que recommande l'Istiqlal. Je ne sais pas si je peux avoir la prochaine diapo. Vous rappelez, c'est Amilham rappelé tout à l'heure, vous-même que le programme économique de l'Istiqlal est le fruit du labeur des militants, des cadres, des compétences techniques de l'Istiqlal. Non, c'est pas celui-ci, c'est le graphe numéro 6 puis numéro 7. Merci beaucoup. Et donc, je disais que ce programme économique est le fruit d'un travail d'une année. Je voudrais vous féliciter, je l'ai étudié dans les détails. Dans la forme, c'est un travail remarquable. Dans le fond aussi, il a le mérite de brasser l'ensemble des problématiques que pourrait porter un prochain gouvernement. Je voulais montrer quelques éléments phares de votre programme qui sont autant d'objectifs que d'engagements pour vous. Vous les avez même ici au rang des engagements, c'est dire l'importance que vous leur accordez et le poids que vous donnerez à ces éléments demain lorsque l'Istiqlal sera jugé par les électeurs. Vous engagez à réaliser un taux de croissance de 8% en 2021 en le faisant croître d'un point annuellement à partir de 2017. Non agricole. Pardon ? Non agricole. Non agricole, secteur non agricole, puisque le secteur agricole est lié à des considérations purement exogènes de pluviométrie, malheureusement. Vous engagez également à créer 800 000 emplois sur la période quinquennale à venir, et enfin à réduire le taux d'endettement du Trésor public à 55%, même si ce n'est pas le taux le plus significatif. Ce qu'il faudrait voir, c'est plutôt le taux de la dette publique. Il prend en considération la garantie de l'État pour les collectivités locales et les entreprises publiques. Graphe suivant, s'il vous plaît. Et pour montrer l'ampleur du travail qui a été fait, vous proposez, on va le voir tout de suite, 556 mesures qui structurent votre programme et qui se répartissent de la manière suivante. 108 mesures destinées à réussir des réformes structurelles transversales, 152 mesures pour créer ce fameux nouveau modèle de développement économique, 167 mesures pour les sujets sociaux et enfin 129 mesures pour la finalisation des réformes institutionnelles et politiques. Alors, ma question est la suivante. On remarque que votre programme est construit de façon assez hétérogène, dans le sens où ces 556 mesures contiennent parfois des recommandations d'ordre général qui pourraient à certains égards être assimilées à de simples objectifs et non pas des mesures opérationnelles. En revanche, vous avez des mesures qui sont extrêmement techniques, extrêmement pointues, extrêmement détaillées. Donc il y a une hétérogénéité dans la logique de construction de ce programme qui fait que ça réduit sa lisibilité, sa pertinence. Deuxième remarque, je vais faire toutes mes remarques sur le programme, comme ça vous réagissez globalement pour qu'on puisse gagner un peu de temps. Deuxièmement, je crois qu'il est important de donner des exemples. Parmi les mesures que vous proposez, vous recommandez par exemple je cherche la mesure exactement pour être fidèle à votre idée, vous recommandez une des mesures, une des 556 mesures, développer les transactions sur les marchés des capitaux, faciliter le financement des PME en vue d'élargir leur activité et de renforcer leur compétitivité et d'améliorer la compétition. Autre mesure, renforcer la compétitivité et l'attractivité de la place financière de Casablanca, etc., etc. En réalité, ce ne sont pas des mesures opérationnelles, ce sont des objectifs, j'allais dire des vœux pieux. Un programme d'un parti politique, c'est de dire comment, justement, renforcer la compétitivité. Comment renforcer l'attractivité de la place financière de Casablanca? Comment faire en sorte que le marché des capitaux, quelles sont les mesures à mettre en place en termes réglementaires, en termes d'organisation des professions, en termes d'introduction de la concurrence. Donc, ces mesures-là revêtent un caractère général qui mériterait d'être plus précisé. Autre remarque sur le programme, la fiscalité. Vous proposez de mettre en place, vous avez deux mesures qui traitent de la fiscalité, en particulier de la fiscalité sur les sociétés.
Vous avez une de nos mesures qui propose d'élargir l'assiette, qui ne le proposerait pas, et je vous en félicite, et vous dites qu'il faudrait mettre en place des taux progressifs. Et vous avez une autre mesure qui dit que vous voulez que le taux marginal soit réduit à 25%. Alors, je signale que la loi de finances 2016 a déjà mis en place des tranches, sauf que les taux ne sont pas progressifs, ils sont proportionnels. Et vous voulez passer à la dégressivité, ce qui est positif pour les entreprises. Donc, il faudrait que votre proposition soit un peu plus précise et que vous indiquiez les seuils que vous voulez mettre en place, dans quel timing et quelles sont les incidences sur les recettes fiscales de l'IS par rapport à cette disposition, parce qu'elle n'est pas neutre pour l'équilibre du budget de l'État. Autre remarque sur le programme, il y a parfois quelques incohérences qui sont importantes. Je rappelais que l'objectif, c'est d'avoir une croissance de 8% avec un taux d'inflation à terme en 2020, avec un taux d'inflation limité à 1%. Quand on fait les calculs, on se retrouve en 2021 avec un PIB de l'ordre de 1450-1500 milliards de dirhams. Aujourd'hui, on est un peu moins de 1000 milliards, 982. Bien. En même temps, vous fixez comme objectif d'atteindre 1% dans le commerce extérieur international. Alors, savez-vous que le commerce international, aujourd'hui, représente 19 000 milliards de dollars? Et 1%, ça fait 190 milliards de dollars. Ce qui veut dire que vous voulez réaliser comme volume d'exportation 1700 milliards de dirhams. Aujourd'hui, nous sommes à 225 milliards de dirhams. Donc, d'un côté, vous envisagez de porter le PIB national à 1500 milliards de dirhams, et en même temps, vous voulez réaliser un bond de 1600-1500 milliards de dirhams de volume d'exportation. C'est-à-dire tout ce qu'on va produire, vous voulez l'exporter. À moins d'imposer aux Marocains une cure d'amaigrissement draconien, je ne sais pas comment vous allez faire. Voilà quelques remarques sur le programme économique. Il y a deux manières de faire. Soit que je prenne les quelques remarques techniques que vous avez relevées et que mais je pense que ce n'est pas plus intéressant pour moi dans la mesure que ça n'intéresse pas le grand public de parler de comment arranger la bourse de Casablanca ou quelque chose. Le peuple marocain attend des choses beaucoup plus importantes pour son quotidien. Et de ce fait, c'est extrêmement important. Ce que vous avez dit est extrêmement important, je n'en disconviens pas. Mais ce qui serait important pour les Marocains, c'est de dire ces chiffres annoncés par le parti de Sirlel, comment il va y arriver? Comment il va y arriver? On va y arriver à travers 4 axes. Je vais prendre le temps que vous avez pris pour vos questions. Le premier axe, il est sectoriel. C'est réellement, en toute modestie, c'est réellement une rupture avec les réflexions antérieures et avec le modèle économique antérieur. On est, en termes sectoriels, on veut agir à 3 niveaux. Le premier, c'est qu'il y ait eu des réflexions très pertinentes, des stratégies sectorielles très intéressantes. Il faut les recentrer, les redynamiser et les pousser jusqu'au bout. On a perdu beaucoup de temps pendant 10 années à réaliser des choses. Il faut qu'on mette le système de gouvernance et d'engagement public le plus fort pour qu'on atteigne les niveaux requis dans ces stratégies sectorielles. Deuxièmement, il y a des secteurs dormants qui sont extrêmement importants pour l'économie, qui sont les nôtres. On n'a pas besoin de ramener des gens de l'étranger pour les dynamiser. On a le textile, on a l'habitat, on a la pharmacie, on a la chimie et la parachimie. Voilà des secteurs sur lesquels il y a un savoir-faire, une accumulation extrêmement intéressante, mais qui n'arrive pas à décoller, qui n'arrive pas à marcher parce qu'il n'y a pas l'accompagnement nécessaire. Troisième chose, et c'est la bit al-qasid d'Al Sirlel, c'est de donner un contenu à l'égalitarisme économique et social à travers un grand secteur de l'économie qui est pris aujourd'hui comme étant un secteur de bienfaisance et d'accompagnement de la vulnérabilité, c'est le secteur de l'économie sociale et solidaire. Nous avons de l'or vert dans ce pays. Nous avons du potentiel de production déjà disponible. Nous avons un savoir-faire déjà disponible. Nous avons des marchés internationaux, un marché local qui n'attendent que ces produits, que ce soit en artisanat ou produits de terroir. Nous avons des millions de Marocains qui travaillent dessus et qui le maîtrisent et qui ont vocation pour ce faire. Et nous ne faisons rien du tout. Nous ne faisons rien du tout. Nous pouvons en faire
une industrialisation forte du monde rural, une création massive d'emplois, une création de valeur ajoutée locale, un développement de nos exportations. Voilà un secteur qui nous appartient et sur lequel on peut faire énormément, stabiliser notre monde rural, développer notre monde rural au lieu de le répéter. Le monde rural, le monde rural, le monde rural. Voilà une action forte qui coûtera très peu au pays, à l'État et qui coûtera très peu aux opérateurs, mais qui est très novatrice. Quatrième axe, c'est les secteurs nouveaux. Un secteur nouveau. Et je vais vous donner un exemple, un secteur nouveau concret, c'est le secteur du halal. Vous avez donné des chiffres de secteurs et d'activités. Le secteur du halal dans le monde, c'est 800 milliards de dollars. Il est fait à 93% par les Américains et les Européens. Pour qui? Pour les pays musulmans. Nous sommes un pays musulman, nous avons des secteurs très développés en matière de produits alimentaires transformés, etc. Mais on n'arrive pas à faire. Nous fixons comme objectif 1% de ce grand marché sur les 5 prochaines années. Donc vous confirmez... Mais accompagnement, s'il vous plaît, accompagnement de tout ça, parce qu'il ne s'agit pas de répéter tout ça et de dire ça va marcher tout seul. Pour que ça marche et pour qu'on atteigne les niveaux de croissance et de développement requis, les Israéliens pensent à une politique d'accompagnement où je recenserai un certain nombre de choses. La diplomatie économique, l'intelligence économique, de nouveaux accords commerciaux. Il faut s'ouvrir à d'autres pays, à d'autres partenaires. On doit retoiletter et revisiter les accords de libre-échange avec l'Europe et les États-Unis qui s'avèrent être des marchés de dupes. On nous a eu. C'est comme le temps mécontent. Je suis vraiment désolé. Je prends moins de temps en réponse que vos questions. J'avais le chronomètre quand vous parlez. Je m'excuse. On propose aussi le e-commerce comme facteur d'accompagnement du développement de nos exportations. Le e-commerce représente 400 milliards de dollars dans le monde. Nous avons des experts devant nous. 400 milliards de dollars. Le Maroc en fait 0,01. Il faut développer le e-commerce. Ça s'offre à nous. C'est à notre portée. Des plateformes logistiques à l'international, une meilleure promotion et vente du Maroc à l'international. Voilà des choses que le Parti Istiqlal mettra en place dès la prise de responsabilité du gouvernement pour que les choix sectoriels soient accompagnés d'une dynamique publique pour atteindre les objectifs et non pas attendre ou dire c'est merci. Merci Sémiko, merci. Non, S'il vous plaît, Sémiko. Vous avez parlé des PME. C'est extrêmement important, c'est Mohamed. Je ne poserai pas d'autres questions, malheureusement. Je vais être interrompu. Non, après ça, je peux me taire. Non, vous savez, je voudrais que vous répondiez à d'autres questions. Non, bien sûr, mais vous avez parlé des PME. Comment vous voulez que je fasse l'indélicatesse de ne pas parler des PME? Les PME, c'est 95% du tissu d'entreprises marocains. Les PME, c'est un raté du gouvernement, complètement raté. Vous savez ce qui se passe, monsieur? Je vais vous donner 2 chiffres. Il y a un grand cabinet international, Hermès, qui a dit qu'il a pris 2 périodes, 2003-2007 et après la crise, 2014-2015. Le Maroc compte le plus de mortalité de petites et moyennes entreprises dans le monde. Alors que, vous avez parlé de Thaïlande, de Corée du Sud. Thaïlande et Corée du Sud font moins de mortalité qu'avant la crise. Beaucoup moins. Moins 78% en Thaïlande. J'ai les chiffres, je peux vous donner le tableau. Mais au Maroc, on fait plus 180%. Deuxième chiffre, pour les PME, pour qu'on accède aux pays émergents, au niveau de développement des pays émergents, il faut qu'on investisse pour les PME, qu'on donne des crédits pour les PME de 500 milliards de dirhams. De 500 milliards de crédits sur les 10 prochaines années. Les PME, monsieur, le Parti Istiqlal a développé 4 axes de développement pour les PME. Je suis désolé. Voilà. On a compris le message et je note que vous confirmez l'objectif de 1% de part de marché dans le commerce externe. Je vous confirme que le point focal du modèle économique Istiqlal, c'est l'industrialisation, la production et l'investissement. Donc vous le confirmez. On peut faire le slide suivant, s'il vous plaît, c'est Najib. Voilà. Comme ça, tu réagis sur le maximum des questions.